just to get us started. Now for a little bit of fun, I want to see what type of audience we have out there today for interactions. So I'm going to ask a couple of questions and I just want to see some answers in the chat. So first of all, who's excited to be here today? Can I get some answers? Oh, wait a second. Yes, thank you, Jessie. You can keep putting your answers in the chat for that one. Next question, who loves Chicago? That is where CLET World Language Office is located. So we have some people there. Yes, we have people who like Chicago. Great, great. It's one of their favorite cities in the US. Wonderful. That's awesome. Okay, and now who would consider themselves lifelong learners, always wanting to hone their craft, learn more? What type of answers do we have for that? Yes, yes, good, good. Couple more, definitely, absolutely. Okay, so if you answered any of these questions, or if you were thinking answers to any of these questions, I have actually some very exciting news. We will be hosting a conference in Chicago, CLET World Languages, Honing Our Craft, Current Trends in World Language Teaching and Learning. And so that will take place this October 1st and 2nd. And we will have more information being posted. And so if you want to stay in tune for that conference, feel free to follow us, reach out to us. We have our @CLETWL on any of our social media, so you can follow us there. You can also message us at marketing@CLETWorldLanguages. Let me just put that in the chat for you. And so you can reach out that way to be put on a list for information regarding the conference. And then we will be announcing some more information at some of our upcoming webinars. So if you are interested in those, check that out as well. So exciting news and more to come on that. So with that being said, I would like to introduce my colleague, Catherine Miner, and she will get us started for the evening. Thank you so much, everyone. Bonjour tout le monde, merci à toutes et à tous d'être présents. Comme notre présentation aujourd'hui se passera en français, je vais maintenant passer en français. Je suis Catherine Miner, déléguée pédagogique et commerciale pour le français et langue étrangère auprès de CLET World Languages. Avec nos partenaires chez les éditions Maison des Langues, nous avons le plaisir de vous proposer des méthodes de qualité spécifiquement conçues pour les réalités pédagogiques en Amérique du Nord et nous verrons quelques exemples tirés de ces collections lors de la présentation de ma collègue Eva Claude qui animera notre formation aujourd'hui et qui nous présentera une grande variété de stratégies d'acquisition lexicale ou encore de FLE. Donc, j'ai le plaisir de présenter Eva Claude, issue des grandes écoles françaises, Sciences Po et ENS. Au sein du parcours en relations internationales, Eva Claude a complété sa formation par un Master 2 en didactique des langues et des cultures, FLE. Passionnée par l'interculturel et les langues étrangères, elle a été en poste plusieurs années dans le réseau culturel français à l'étranger, puis dans des organismes de formation en France où elle a continué à promouvoir la francophonie auprès d'étrangers. Elle est maintenant déléguée pédagogique et commerciale réseau Alliance et Institut français et référente auprès des éditions Maison des Langues pour le Canada. Donc, je passe donc la parole à Eva Claude pour notre formation aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci Catherine pour cette présentation. Je suis absolument ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais donc à présent partager mon écran et nous allons pouvoir rentrer dans le vif de notre sujet. Voilà, alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des stratégies d'acquisition lexicale. Alors, pourquoi cette thématique ?
Eh bien, parce que je crois que c'est l'entrée tout naturelle, le penchant tout naturel, le fait de vouloir commencer une langue étrangère par le vocabulaire, par prendre comme ça des mots et vite pouvoir commencer ainsi à s'exprimer. Et nos apprenants ont en quelque sorte raison, parce que c'est vrai que le lexique, c'est le pivot de l'acquisition d'une langue. C'est autour du lexique que tout va prendre forme, que tout va s'organiser, hein. Donc la syntaxe, la morphosyntaxe. Et j'ai pour habitude de faire cette petite expérience. Vous allez voir, je vais vous dire un certain nombre de mots et vous allez comprendre leur signification, même sans syntaxe et sans grammaire. Écoutez voir. Si je vous dis demain, orage, risque, orange, pluie, vous voyez, à travers cet exemple, je suis sûre que vous avez compris le message. Et pourtant, aucune syntaxe, aucune morphosyntaxe, aucun connecteur logique. Et donc, ça m'amène à ce que disait un des chercheurs en linguistique au sujet du lexique, Wilkins, que peut-être vous connaissez, qui disait, mais sans grammaire, nos apprenants ne peuvent pas s'exprimer correctement. Et c'est vrai, ils vont s'exprimer de façon nécessairement fautive et avec beaucoup de nuances qui ne seront pas là. Néanmoins, sans lexique, ils ne peuvent pas s'exprimer du tout. Donc, pour que la communication ne soit pas bloquée, au départ, on a forcément besoin d'un apport en lexique important. Et plus on avance dans les niveaux, plus on va chercher à enrichir ce lexique, à faire en sorte qu'il soit le plus précis possible. Et donc, le lexique, c'est un gros sujet quand on aborde une langue. Et la tentation naturelle, c'est de récolter des mots et puis de les mettre en liste finalement, et puis généralement de mettre la traduction à côté. Et c'est vrai que très vite, c'est limitatif cette stratégie parce que on fait appel seulement à la mémoire immédiate. C'est pas très ludique. Souvent, c'est des mots qui vont pas rester dans le temps puisqu'ils sont complètement décontextualisés, etc. Donc, on n'est pas amené à les retenir. Donc, nous, on essaye toujours d'essayer d'aller plus loin. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette thématique aujourd'hui, avec cette problématique de justement quelles pourraient être les stratégies pour mettre en place une acquisition du lexique qui soit durable, qui tienne dans le temps, dont on va se souvenir, qui soit riche, qui soit précise et qui soit adaptée à toutes les différentes situations de communication que nos apprenants puissent être flexibles, avoir une langue qui soit malléable et adaptée. Donc, je vais vous faire part un petit peu des pistes auxquelles nous avons pensé aux éditions Maison des Langues et comment, à travers nos méthodes, nous avons essayé de mettre cela en place. Et puis, vous nous ferez part aussi, j'imagine, de vos idées, de qu'est-ce que vous faites, vous, de votre côté, avec cette problématique lexicale. Alors, comme je vous l'ai annoncé, je vais tirer mes exemples pragmatiques, concrets. On essaie toujours de vous donner des astuces pratiques à travers nos différentes collections, notamment à travers cette nouvelle collection Défi. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc, Défi est une méthode qui est complète, hein, qui s'adresse à partir des grands débutants jusqu'à un niveau avancé. C'est une méthode qui suit la perspective actionnelle, hein. On est définitivement dans du communicatif avec un apprenant qui est au centre de son apprentissage. Une approche par tâche qui vise l'interculturel, la découverte de la francophonie dans son ensemble. C'est une méthode qui est innovante et qui est très moderne, à la fois dans ses façons, dans ses stratégies de mise en place d'apprentissage et aussi en termes graphiques. On a plaisir à la consulter. Et puis cet ouvrage, cette collection Défi, a, comme on pourrait dire, une sœur jumelle qui est Défi francophone. Alors, Défi francophone, c'est une variante, c'est une déclinaison de Défi édition internationale, c'est-à-dire que la précédente collection est destinée au monde entier. Et Défi francophone, c'est une collection qui est plus spécifiquement dédiée à l'adresse d'un public nord-américain, autant états-unien que canadien.
Donc, elle garde le meilleur de Défi édition internationale, à savoir cette approche communicative, cette approche partage, la richesse de l'interculturalité qui est présentée. Et en même temps, on a voulu bien se rapprocher le plus possible du public américain et de ses attentes qui parfois un petit peu diffèrent de ce que nous pouvons faire en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors, quelles sont ces spécificités de défis francophones? D'abord, l'usage d'un petit peu d'anglais. C'est vrai que dans le défi international et dans la plupart de nos collections, on a l'habitude de faire des collections plutôt unilingues, monolingues. Hein. Donc, quand c'est un ouvrage de français, tout est en français, ou un ouvrage d'espagnol, tout est en espagnol. Donc là, on a fait tout un tas de sondages, on a approché beaucoup d'enseignants qui nous ont dit, oui, mais c'est un problème d'avoir au départ tout en français. Ça peut gêner, ça peut voilà, avoir des apprenants qui ne soient pas forcément rassurés avec ça. Donc, on a voulu adresser ce problème et donc on va retrouver des choses dans Défi francophones en anglais. Alors, les fameux projets finaux, tâches finales qu'on appelle défis, j'aurai l'occasion d'y revenir. On a également des pages d'introduction qui sont en anglais ou encore des explications grammaticales. Hein. On sait que la partie grammaticale en français fait souvent peur. On est perçu comme ayant une langue ardue avec des exceptions, etc. Donc, on a fait des explications grammaticales en anglais, à la fois de façon textuelle et aussi sous forme de vidéo. Des petites notes culturelles, un petit peu anecdotiques pour faire sourire, relever des points un petit peu truculents. Donc, ces points s'appellent ah bon et sont expliqués en anglais. Et puis des doubles pages de vocabulaire, de grammaire dont on aura l'occasion de parler, qui sont également en anglais. Donc ça, c'est une première chose, cette spécificité de l'usage de l'anglais, d'avoir un manuel qui soit un petit peu bilingue pour rassurer nos apprenants. Autre spécificité de défis francophones, et pas des moindres, ce sont des dossiers culturels, des dossiers culturels additionnels au sujet de la francophonie dans les Amériques. Alors, notre édition internationale de défis faisait déjà laisser une grande place à la francophonie dans son ensemble, aux différents pays francophones, aux diasporas francophones à travers le monde. Mais ici, dans cette collection défis francophones, on a voulu s'intéresser, creuser un petit peu plus la francophonie en Amérique. Donc, je dis en Amérique, puisque bien sûr, on va parler des provinces francophones du Canada, de la francophonie au Canada, mais on va parler aussi des poches de francophonie aux États-Unis, ou de l'histoire en tout cas de la francophonie aux États-Unis. Je pense par exemple à la Louisiane. On va évoquer aussi les territoires d'Amérique centrale francophone, comme Haïti ou bien encore comme la Guyane. Alors que dans le défi international, nous allons avoir plus de Suisse, de Belgique, même si on va avoir aussi d'autres pays. Là, on a voulu apporter une attention toute spéciale à cette francophonie dans les Amériques. Mais ce n'est pas tout. Autre spécificité, et là aussi spécificité importante et grande première aux éditions Maison des Langues, on a voulu aussi travailler cette ouverture à la francophonie, pas seulement dans un aspect culturel, mais aussi dans son aspect linguistique, hein, puisqu'il y a des variations de la langue française selon les pays de la francophonie. Et donc là, on s'est intéressé aux variations canadiennes spécifiquement. Euh, et voilà, un petit peu suisse et belge aussi. Créole, nous avons hésité à le faire, mais nous ne l'avons pas fait. Et on va justement avoir des éléments de vocabulaire, des expressions idiomatiques, un petit peu des éléments syntaxiques, et puis la phonétique, de la prononciation aussi canadienne. Donc ça va prendre la forme, j'aurai l'occasion d'y revenir, hein, mais de textes lus avec des accents canadiens, de montrer la déclinaison des expressions, les équivalents dans différents pays de la francophonie, ou de termes de vocabulaire plus usités dans certains pays que dans d'autres. Donc, on est très, très fiers de ce travail. On tente de se rapprocher et d'être vraiment
plurifrancophone. Alors, donc je vais prendre des exemples pour ma démonstration sur le lexique de ces deux collections jumelles, donc défis et défis francophones. Je vais aussi prendre quelques exemples d'une collection pour enfants, hein, puisqu'il n'y a pas d'âge, bien sûr, pour commencer à apprendre le français. Donc, la collection à Capsure est une très, très chouette collection qui est à mi-chemin entre la méthode vraiment d'apprentissage et l'album jeunesse. Alors, vraiment une attention toute particulière qui a été portée sur les illustrations, sur le graphisme de cette méthode, qui met en avant une petite famille, hein, celle que vous avez sur cette planète, une petite famille qui s'appelle la famille Cousteau et dont le concept est que cette famille va voyager à travers les pays de la francophonie. Donc, c'est un concept qui est original, qui est très beau et qui est accompagné d'un certain nombre de vidéos karaoké, comme on aura l'occasion d'en parler. Donc, ça en fait voilà, une méthode très divertissante où on apprend avec plaisir et aussi avec pas mal de techniques concernant le lexique. Et c'est pourquoi je mentionnais cette collection. Et puis enfin, la dernière collection que je serais amenée à citer, c'est une série d'ouvrages qui ne sont pas des manuels, qui sont des éléments à part, mais qui peuvent vraiment utilement compléter vos cours, qui s'appelle La France en chanson. Voilà, avec trois décennies, les années 40, les années 50 et les années 60. On va donc revenir sur l'arrière-fond culturel, socio-culturel, historique de ces années-là, avec des chansons de chanteurs francophones, voilà, qui ont fait le tour du monde et qui ont marqué ces décennies. Alors, moi, voilà, je souhaiterais vraiment être la plus pragmatique possible pour adresser cette problématique autour du lexique. Et donc, j'ai conçu mon intervention à travers sept grandes astuces, sept grandes idées, si vous voulez, pour vous aider à transmettre le lexique français, francophone à vos apprenants. Alors, ce premier conseil, je l'ai intitulé Les mots aiment les sons. Alors, comme vous savez, la musique est présente de multiples avantages pour apprendre les langues. C'est quelque chose qui maintenant a été bien démontré par les scientifiques, par les linguistes, par les neurolinguistes. Et effectivement, on a pu voir à travers toutes ces recherches qu'écouter une chanson, que la fredonner dans une langue étrangère, va favoriser l'apprentissage. Tout simplement parce que en chantant, nous essayons de reproduire des sonorités, nous essayons de reproduire une certaine tonalité et notre accent est donc nécessairement moins prononcé que si nous parlions. Et effectivement, si vous prenez vos propres exemples, vous avez sans doute des chansons en français qui vous ont marqué, des mots qui vous ont intrigué, donc vous êtes allé chercher le sens, ou fredonner, même quand on ne comprend pas, on fredonne. Et de par cette structure typique des chansons avec les refrains et les couplets, évidemment, il y a une répétition de ces mots. Et donc, de facto, c'est des choses qu'on retient. Et donc, je vous invite vraiment à utiliser la chanson dans vos cours. C'est un excellent outil pour le lexique. Et voilà, et peut-être que vous avez en tête des chansons qui vous ont marqué et n'hésitez pas à nous dire quelles sont ces chansons en langue française qui vous ont aidé ou qui vous ont accompagné dans vos apprentissages. Alors, nous, cet aspect musical, on a voulu le retranscrire dans nos différents ouvrages. On l'a fait de façon très approfondie dans notre collection pour enfants Capsure. Donc, cette collection pour enfants qui démarre au niveau grand débutant, eh bien, elle est composée de différentes unités qui sont en fait différents pays, différentes villes de la francophonie que cette famille Cousteau va découvrir. Et donc, une des unités se passe au Canada. Et dans cette unité-là, on va travailler
le lexique autour du logement, hein. Donc, c'est thématique habituelle des niveaux débutants. Donc, on va venir travailler sur les différentes pièces de la maison, la cuisine, la salle de bain, etc. Et puis, bien sûr, on va travailler quelques éléments syntaxiques. Et là, en l'occurrence, dans cette unité, il s'agit de la maîtrise du il y a ou il n'y a pas. Alors, on a travaillé à la création de vidéos karaoké qui vont accompagner chacune de ces unités. Alors pour ça, on a collaboré avec Anne Reusch, qui est une artiste qui nous a beaucoup intéressés parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans un milieu bilingue, donc évidemment sensibilisé dès le plus jeune âge au plurilinguisme. C'est quelqu'un qui est musicienne de formation. Donc, elle a travaillé avec toute une équipe de professeurs de français à la création de ces vidéos qui sont très originales puisqu'elles reprennent les illustrations de cette méthode capsule et évidemment tout le vocabulaire, tout le lexique qui a été vu autour de l'unité. Et donc, accompagné d'une mélodie qui est très entraînante, les apprenants vont pouvoir écouter et progressivement chanter ce karaoké et ainsi, bien sûr, travailler leur prononciation puisqu'on va aller chercher à imiter la mélodie. Et puis, par ce phénomène de réactivation du refrain et du couplet, c'est des choses qui vont très rapidement mémoriser et qu'on va même d'ailleurs garder en tête. Donc, ces vidéos on peut les écouter sur notre plateforme de l'espace virtuel, qui est la plateforme qui est reliée à cette collection. Et vraiment, vous verrez, ça marche. Donc, je vous invite aussi pour tous les niveaux et tous les publics à utiliser ce type de vidéo karaoké qu'on peut utiliser donc en début de cours, en début de séquence pédagogique, et puis tout au cours de l'unité jusqu'à la fin de l'unité. Et à la fin de l'unité, eh bien, vous verrez que ça va tout seul. Les enfants pourront chanter sans avoir à regarder les paroles, sans avoir à se concentrer pour les prononcer. Mais bon, la chanson, c'est pas qu'une affaire d'enfants, hein, même si on a tous des comptines, voilà, ce genre de petits jeux pour les enfants. Évidemment, à tout âge, on peut chanter. Et c'est ce que je vous introduisais à travers les différents ouvrages que j'allais mentionner. J'ai parlé de cette collection La France en chanson. Euh, et donc, là aussi, ce sont des jolis albums qui vont permettre de retenir du lexique et à travers du lexique, tout un tas d'éléments culturels. J'aurai l'occasion de revenir sur cette intersection entre le lexique et la culture. Et donc, au travers de décennies qui ont été marquantes, les années 40, les années 50, les années 60, on va revisiter des chanteurs francophones très connus. Hein, je suis sûre que vous connaissez tous et toutes Édith Piaf, Charles Trenet, Georges Brassens, Boris Vian ou encore Jacques Brel ou Serge Gainsbourg, avec des ponts qui sont faits avec des artistes contemporains, puisque vous vous adressez peut-être à des apprenants plus jeunes. Hein, donc, Édith Piaf, on a fait des liens avec chanteuse de l'Eurovision qui a représenté la France cette année, Madame Pravi, avec son Voilà qui reprenait les chansons d'Édith Piaf, ou encore Jacques Brel, dont Stromae a été comparé aussi avec cet artiste. Et donc, il y a des parallèles comme ça avec des artistes contemporains. Et dans tous les cas, il y a tout un travail, encore une fois, autour du lexique et de la répétition et de la mélodie, avec tout un tas d'activités de systématisation de ce vocabulaire. Donc, définitivement, la musique, la mélodie, c'est un excellent outil que je vous invite à utiliser dans vos cours pour retenir plus de lexique. C'était ma première astuce. Ma deuxième astuce, donc toujours dans cette idée d'apprendre avec plaisir et en même temps toujours plus efficacement, au-delà de la musique, le jeu, tout simplement. Alors, il y a plein de façons de jouer, de s'amuser avec le lexique.
Alors, si si vous êtes toujours, heureusement ou malheureusement, dans des cours en ligne ou des cours hybrides, il y a tout un tas de ce qu'on appelle les TIS, hein, donc les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, dont on entend parler déjà depuis un certain nombre d'années et puis encore davantage depuis ces deux années de pandémie. Nos équipes ont repéré tout un tas d'outils qui peuvent être intéressants pour travailler le lexique, notamment. Alors, certains de ces outils vous disent sans doute des choses comme Kaggle, par exemple, ou Quizzes, ou encore Kahoot, ou encore Padlet. Ce sont des outils qui sont gratuits. En tout cas, ils ont une version gratuite. Ils ont aussi une version payante, mais pour l'utilisation qu'on peut en faire en classe, ce n'est pas forcément nécessaire. Et donc, ça va permettre de créer des cartes mentales, autre concept sur lequel on va revenir, hein, qui est très utile pour retenir du lexique. Créer aussi des flashcards, hein, des cartes mémoire. On va pouvoir mettre un mot de vocabulaire français avec une définition au dos ou bien un synonyme au dos ou encore une traduction. Et puis donc s'amuser à chronométrer le temps avec lequel on va répondre au quiz. On peut faire des concours dans la classe, plein de choses à imaginer. Donc vraiment, c'est des outils que je vous invite à mobiliser. Ça crée un moment d'interaction quand on est dans du cours en ligne ou du cours hybride. Et puis même lorsqu'on est en présentiel, on peut aussi projeter ça sur un tableau blanc et c'est un moment récréatif et en même temps, c'est un réel moment d'apprentissage. Et puis, on peut aussi tout simplement hein, utiliser les bons vieux Bristol ou feuilles de papier à spirale et créer comme ça des petits batchs de mots, de vocabulaire d'un même champ lexical. Et puis, on peut imaginer hein, physiquement dans l'espace, créer des petits îlots d'apprenants, donc des petits groupes d'apprenants. C'est vrai que vraiment, on essaye de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins des apprenants qui soient par rangée, hein, puisqu'ils vont se tourner le dos les uns aux autres. Donc, on va les mettre par îlot, par groupe, et puis justement, on imagine donc les faire travailler avec ces fameuses flashcards. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que voilà, ça permet la collaboration, le jeu du groupe. Et puis, en fonction des unités qu'on travaille, on va mobiliser des champs lexicaux différents. Et je vous invite à réactiver le vocabulaire qui aura été vu lors des sessions des unités précédentes. On peut imaginer qu'on voilà, on va faire une unité traditionnelle autour de la maison, du logement, une unité autour de la famille, une unité autour du voyage, par exemple. Donc, c'est important que voilà, il y ait un petit rituel dans la classe de lexique. On va revenir sur ce qu'on a fait 2-3 unités précédemment pour réactiver et que les choses ne se perdent pas d'une unité à l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est dû au fonctionnement de la mémoire, cette nécessité de réactiver à intervalles réguliers. Et vous verrez ça dans la biographie. J'ai mobilisé plusieurs auteurs pour cela. Ça a été vraiment scientifiquement très détaillé. Donc, le ludique, le collaboratif sont des choses qui marchent pour l'apprentissage du lexique. Donc, ne pas hésiter à utiliser ces différents outils. Astuce numéro 3, la charge culturelle des mots. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très important à mon sens. Les mots, évidemment, il y a tout un travail linguistique pur, hein, que ce soit de la racine du mot, de la signification du mot à réaliser. Ça, c'est une chose. Mais également, les mots véhiculent de la culture, des connaissances culturelles qui sont aussi de notre devoir en tant qu'enseignant de transmettre, de faire passer. C'est ce que Robert Galisson a pu appeler le lexiculture. Et puis plus tard dans sa carrière, il a parlé de pragmatique lexiculturelle.
Par exemple, si je vous demande de penser chacun à des fruits, avoir une image de fruits, vous verrez que j'ai dit un seul mot, le mot fruit. Néanmoins, vous allez avoir une image en tête qui va un petit peu différer selon l'endroit où vous vous situez, selon si vous êtes dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, donc selon la saison dans laquelle vous êtes, vous allez vous projeter sur une coupe de fruits différentes, des fruits peut-être plus exotiques, etc. Donc on voit bien qu'à travers un mot, on va associer une image mentale qui peut être un petit peu différente selon les cultures. Donc ça, c'est aussi ne pas exploiter seulement la dimension linguistique des mots, mais aussi la charge culturelle qu'il peut y avoir derrière ces mots. Et puis parfois, la charge, les connaissances culturelles derrière les mots sont particulièrement importants, puisque dans notre francophonie qui est plurielle, qui est diverse, parfois ils revêtent un sens tout simplement qui est un peu différent. Alors, c'est un petit peu anecdotique, mais dans nos petits encarts, les fameux abons qu'on va retrouver dans Défi et Défi francophones, on s'intéresse à cela. Et donc, on a une unité qui vient traiter du rythme de travail, des journées de travail, du rythme. Et donc, on va prendre plusieurs exemples comme ça à travers la francophonie, dont un exemple au Québec qui va nous permettre de nous attarder un petit peu sur ce lexiculture. Alors, dans le abon de cette unité, hein, on va parler d'unité quand on est dans le défi international. On parle plutôt dans le défi francophone de chapitre. Et donc, dans une unité ou un chapitre, on a ces fameux encarts abon. Et alors, je vous lis celui que j'ai relevé, mais il y en a dans toutes les unités chapitres, hein. La langue française varie dans chaque pays francophone. Par exemple, le matin, les Français prennent le petit déjeuner, le midi, le petit déjeuner, pardon, mais les Belges et les Québécois déjeunent. Le midi, les Français déjeunent, mais les Belges et les Québécois dînent. Le soir, les Français dînent, mais les Belges et les Québécois soupent. Donc, cet exemple est intéressant parce que ça peut créer quand même un certain nombre de malentendus, hein. Je vais être invitée au déjeuner et je vais me rendre le soir ou le midi selon à quelle nationalité, à quelle personne je m'adresse dans quel pays. Donc, on voit bien qu'il y a toute une dimension culturelle et puis on pourrait chercher pourquoi justement ces différentes significations. Ça, c'est des choses qui sont aussi importantes à traiter avec nos apprenants. Et donc, dans Défi, définitivement, on a souhaité justement mettre la culture au centre de l'apprentissage. Donc, souvent, la culture, c'était un petit peu la double page dans les méthodes qui étaient traitées après les éléments linguistiques jugés plus sérieux, plus utiles en fin d'unité. Nous, on trouvait ça un petit peu triste et puis c'était pas très actionnel comme façon de procéder. Et puis souvent, en plus, les éléments culturels étaient plutôt à la fin, traités à la fin de l'unité et dans un vocabulaire, dans des explications qui étaient décorrélées du niveau linguistique de l'apprenant. C'est-à-dire que la double page avait un intérêt pour son contenu, mais n'était pas accessible aux apprenants parce que rédigée dans une langue qui ne correspondait pas à son niveau. Donc là, justement, dans cette optique du lexiculture, on a vraiment décidé que dans chaque chapitre, dans chaque unité, la première double page qu'on ouvre, elle s'appelle Découvrir. Elle cherche à éveiller la curiosité et d'abord la curiosité culturelle. La culture est vraiment au centre de cette méthode. C'est par là qu'on démarre. Et c'est à partir de la communication générale et de cet intérêt, de cet éveil à une des cultures francophones, que nous allons ensuite tirer les fils de la langue vers des choses de type lexique, de type grammaire, de type morphosyntaxe, etc. Alors, pour traiter de cette culture, donc elle est toute en filigrane de l'unité, mais il y a cette fameuse double page découvrir qui va nous permettre de rentrer dans ce prisme culturel. Et on va mettre en avant l'ensemble des pays francophones, ou en tout cas beaucoup de pays francophones, beaucoup de villes de la francophonie.
Dans défis internationaux, donc défis commercialisés à travers le monde, y compris les États-Unis et le Canada, nous avons parlé de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Sud, mais aussi pas mal de pays européens. Alors, par exemple, dans Défi 1, dans l'édition internationale, on a une première double page qui s'appelle la Zinneke Parade. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui sonne familier à vos oreilles. C'est un carnaval qui a lieu dans les rues, pardon, de Bruxelles. Et donc, nous avons souhaité conserver cette page aussi dans Défi francophone, donc l'édition nord-américaine, mais on a souhaité également proposer une adaptation de ce type de manifestation dans l'espace francophone, dans les Amériques. Et donc, on a proposé ici, comme adaptation, le Carnaval de Québec. Donc, à nouveau dans les rues de Québec, avec bien sûr une illustration qui met en avant ce carnaval, un certain nombre d'images, et puis de textes, de vidéos et d'audio. Donc, cette possible alternative, on va la retrouver dans un certain nombre de doubles pages, hein, puisqu'on a 8 dossiers additionnels dans Défi francophone, que ce soit Défi francophone 1, donc qui s'adresse au niveau débutant, ce qui correspondrait dans le cadre européen au niveau A1, A2, ou bien dans le Défi francophone 2, qui couvre le niveau dit intermédiaire, et qui correspondrait davantage au niveau B1, B2. On va retrouver de nouveau 8 dossiers additionnels. Donc, un autre exemple que vous avez à l'écran, dans Défi international, on va proposer quelque chose autour de la gastronomie des Outre-mer. Hein, donc vous savez, ces fameux DROM et COM, territoires d'outre-mer. Là, nous proposons aussi une alternative, hein. On laisse le choix, bien sûr, aux enseignants de venir traiter d'un thème plus canadien, plus nord-américain, à savoir donc la cabane à sucre. Hein, donc une autre façon aussi d'aborder la gastronomie, mais sous un autre angle géographique, avec un certain nombre d'éléments phares de la gastronomie issue de la cabane à sucre. Donc, on a vraiment essayé de prendre en compte la multiplicité de cultures francophones, donc à la fois au niveau culturel et à la fois au niveau linguistique. Et donc, ça vient conforter mon propos autour de mon astuce 4, qui est le fait de s'intéresser aux variétés de la langue française pour présenter une langue française qui est réellement plurielle. Réellement plurielle parce qu'effectivement, on a beaucoup de déclinaisons du français, hein, selon le pays francophone dans lequel on se trouve. Alors, dans Défi francophone, on a voilà, surtout mis en avant les variations canadiennes, mais voilà, nous avons réfléchi aussi à d'autres variations que nous mettrons en avant par la suite. Alors, concrètement, ça va être des variations au niveau du lexique, par exemple. Donc, on va retrouver une double page récapitulative, hein, j'aurai l'occasion d'y revenir, des termes de vocabulaire qui sont vus tout en filigrane de l'unité, mais de façon à rassurer l'apprenant, en fin d'unité ou en fin de chapitre, vous avez une page récapitulative. Sur cette page récapitulative, vous avez très régulièrement la mention Québec qui vous donne une petite indication sur la déclinaison de ce mot au Québec. Donc, par exemple, la cuisine, on va avoir Québec, la cuisinette, ou bien encore le dressing, on va avoir une variante, le walk-in. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes de façon voilà, à montrer vraiment les déclinaisons de la langue française et aussi d'un point de vue très pragmatique, puisque vous qui êtes situé en Amérique du Nord, peut-être que vos apprenants vont finalement avoir peut-être plus de possibilités d'entendre
plus d'opportunités d'entendre les variations québécoises. Et donc, il ne faudrait pas qu'ils soient un petit peu en difficulté et qu'ils ne comprennent pas ces mots. Donc, vraiment, on a pris ça en compte. Donc, ça peut être des mots comme ça isolés, mais ça peut être aussi des expressions qui vont sonner selon l'oreille du locuteur français qu'on a un petit peu maladroite, qui vont parfois même aller jusqu'à gêner la compréhension. Donc, on a un autre exemple avec regarder un film, qui serait plutôt une expression francophone d'Europe, de Suisse, de Belgique. Communément, c'est l'expression qu'on va utiliser pour watch a movie. Et on a une variation québécoise qui serait écouter un film, qu'un francophone européen sans doute comprendrait, mais qui sonnerait un petit peu maladroite. Donc cette familiarisation avec la pluralité de la langue, c'est quelque chose qui est intéressant, cette ouverture qui est non plus seulement culturelle, comme elle l'a été trop longtemps sans doute, mais également en termes de vocabulaire, de lexique. Alors, autre petite astuce, la contextualisation du lexique et l'implication de nos apprenants. Deux choses vraiment clés dans cette astuce. Alors, tout d'abord, la contextualisation. Je crois que vraiment nul mot doit être enseigné hors d'un contexte, parce que sinon, la mémoire, c'est 10 secondes. On va retenir le mot et c'est tout. Donc, vraiment, c'est important que les mots soient appris dans un contexte précis. Et si ce contexte peut être une anecdote, alors c'est encore mieux parce que c'est la meilleure façon de retenir le mot parce qu'on va l'associer à une petite histoire qui a justement attiré notre attention. Alors, dans Défi, ou sa jumelle Défi francophone, on a mis cela en place à travers des documents qui sont en large partie des documents authentiques et qui sont des documents qui sont actuels, qui sont présentés visuellement aussi de façon attractive, à attirer la curiosité. Et donc, on va travailler du vocabulaire en contexte. C'est-à-dire que d'abord, on va s'intéresser à la signification, au sens, et puis à partir du sens, on va venir relever un certain nombre de mots de vocabulaire, mais au sein de quelque chose qui va faire sens, qui a un texte, qui est une thématique dont on aura compris le sens. Donc, pas décorrélé d'un contexte. Alors, on peut se demander dans cette optique, dans ce prisme, quel est le rôle du dictionnaire, que ce soit le traditionnel dictionnaire papier ou le dictionnaire en ligne, que ce soit quelque chose de très simple comme Google Translate ou quelque chose d'un petit peu plus avancé comme peut l'être Word Référence, par exemple, pour ne citer que celui-ci. Alors, moi, je pense que voilà, il n'y a pas de raison de mettre le dictionnaire à la porte, pour ainsi parler, mais en tout cas d'en faire un usage qui est très maîtrisé. Pour moi, il y a deux cas vraiment où le dictionnaire fait sens. D'abord, je pense qu'il faut éviter toute situation où la communication va être bloquée. Parfois, il y a un mot-clé qu'il faut connaître, sinon le message ne va pas pouvoir passer, et c'est dommage de bloquer la communication pour cela. Et donc, pourquoi pas tolérer un usage du dictionnaire en ligne sur le smartphone ou bien un dictionnaire papier dans la classe, pourquoi pas. Deuxième possibilité d'utilisation du dictionnaire, je pense, et qui est encore plus souhaitable si possible, qui est la vérification. Peut-être qu'avec vos apprenants, vous travaillez un petit peu sur des lectures suivies, des lectures de français facile. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je recommande la lecture, qui est un excellent moyen d'enrichir son lexique. Et bien, au sein de la lecture, on est au sein d'un contexte. Et donc, on va avoir une compréhension de l'histoire d'une façon générale, de ce qu'on lit, mais il peut y avoir des mots de ci, de là qu'on ne comprend pas. Toutefois, si on a compris la globalité,
hein, au sens d'une compréhension large, même s'il y a des petits blancs, on va pouvoir poser des hypothèses sur ces mots grâce au contexte. Oui, donc là, on parlait de cela en lien avec cela. Oui, donc certainement, ce mot, il doit vouloir dire quelque chose comme ça. On va poser une hypothèse sur la lexie. Et là, à ce moment-là, c'est intéressant de se référer à un glossaire ou bien un dictionnaire pour vérifier la compréhension de ce mot et voir si mon hypothèse était correcte. Mais je pense vraiment que le dictionnaire, ça doit être une utilisation qui soit spécifique et qui soit clairement maîtrisée dans un contexte particulier. Mais peut-être vous avez entendu parler des recherches d'Anne Tréville, qui a travaillé justement sur l'usage du dictionnaire et qui en propose une pratique un petit peu différente. Elle propose donc d'inciter l'apprenant à construire son propre glossaire. Donc un glossaire qui comprendra des mots, les réseaux, les contextes. Donc aux éditions Maison des Langues, on a beaucoup travaillé sur ces recherches qui ont été faites et on a traduit cela à travers le concept du panier de lexique. Hein. C'est donc ce qu'on a pu faire dans Défis et Défis francophones. Alors, le panier de lexique, en fait, c'est la métaphore agricole, hein. C'est-à-dire comme si vous ramassiez, si vous collectiez des légumes et des fruits à mettre dans votre panier. L'idée là est donc de récolter un certain nombre de mots de vocabulaire, donc des mots qui sont en lien avec la thématique vue dans l'unité, vue dans le chapitre, que je vais donc relever. Alors, des exemples concrets. Donc, dans le défi, ici, c'est un exemple de défi 1, exemple que vous retrouvez également dans le défi francophone 1. On va parler des aliments voyageurs. On va parler des aliments tels que la tomate ou encore le poivre ou l'orange ou le sucre. Donc des aliments qui ont été découverts sur une partie du globe et puis qui ont rapidement été amenés à voyager, à être exportés dans différents pays pour différentes utilisations, etc. Donc, on va avoir tout un vocabulaire à la fois autour de la cuisine, à la fois autour du voyage et puis du vocabulaire de connecteurs un petit peu dans le temps, de connecteurs historiques. Et donc là, on va demander aux apprenants de relever des mots-clés pour s'exprimer sur cette thématique. Et puis eux-mêmes, dans un mini-projet, donc ils vont être amenés à choisir un aliment et à en raconter l'histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est donc qu'ils vont eux-mêmes faire ce travail de collecte de mots-clés. Vous voyez la différence par rapport au fait de donner une liste de mots qui serait toute faite. Là, l'apprenant acteur va relever les mots qui l'intéressent pour s'exprimer sur une thématique. C'est quelque chose qu'on peut faire à tous les niveaux. Ici, c'est un exemple de défi 4, donc, qui correspond au défi francophone 2, donc à un niveau intermédiaire plus, intermédiaire avancé. Ce serait du niveau B2 si on parle au niveau de l'échelle européenne. Et donc là, c'est un sujet qui demande un petit peu plus de réflexion, hein, comme l'exige ce niveau. On va parler du fait que la société devient de plus en plus ludique, qu'on a cette nécessité de passer par le jeu pour apprendre et pour se divertir sans cesse. Alors, on va utiliser des applications interactives à la fois donc, pour les itinéraires, que ce soit plus drôle, plus facile. Pour visiter un musée aussi, on va passer par des applications. Il faut que ça soit ludique, il faut qu'on s'amuse. Sinon, ça va avoir ce côté ennuyeux pour draguer aussi. Voilà, différents exemples qui sont donnés à travers donc, cette double page qui s'intitule La société se prend au jeu. Et donc, en creux de cette thématique, vous l'aurez compris, on va essayer de s'intéresser dans un mouvement réflexif. Pourquoi la société a besoin comme ça de choses plus ludiques? Alors, ça nous amène à nous intéresser à l'ennui, à la lassitude peut-être de nos sociétés contemporaines. Et donc, là encore, on va brasser les mots-clés pour s'exprimer là-dessus. Alors, quel est l'intérêt de faire ce travail? En fait, ça permet de conscientiser un travail de mémoire involontaire. C'est-à-dire que ce qui aura été de l'ordre de l'imprégnation,
hein. C'est-à-dire que dans les doubles pages découvrir, vous allez avoir des vidéos, des pistes audio, des éléments de vocabulaire qui apparaissent dans le texte, mais l'apprenant est passif. De façon involontaire, il va collecter un certain nombre de choses. Là, il va collecter ces éléments de vocabulaire de façon active, de façon consciente, en relevant ces mots. Donc ça m'amène à parler un petit peu de neuro-linguistique. Peut-être vous connaissez le chercheur Jean-Luc Berthier. Jean-Luc Berthier, dont je vous recommande la lecture des ouvrages, nous expose cette suprématie écrasante du cerveau dit producteur sur le cerveau dit récepteur. Voilà. Donc, autrement dit, quand vous donnez des listes de mots ou que la pédagogie utilisée n'est pas suffisamment active, le cerveau de l'apprenant, il est placé en réception. Et quand on va constituer son propre glossaire, ou bien quand on va passer par la musique, par le jeu, etc., le cerveau va être en production. Et au niveau mémorisation, c'est vraiment impressionnant quand on lit les études, l'effet bien plus grand que ce genre de technique va produire. Alors, ce qu'on a fait dans Défis et Défis francophones, pour justement être dans le cadre d'une production et d'être le moins possible passif, on va travailler sur ce qu'on appelle les colocations, qui sont en fait un jargon pour parler de combinaisons fréquentes de mots. Alors, ce qui vont permettre rapidement d'étendre son champ lexical. Donc, pour reprendre des thématiques vues au niveau débutant, on va parler par exemple de la famille avec des mots typiques comme le père, la mère, le fils ou la fille. Donc, typiquement, des combinaisons fréquentes, ça va être en ajoutant des adjectifs. Le père qui peut devenir le beau-père, ou le grand-père, le fils qui peut devenir le fils cadet, le fils aîné, le petit-fils, etc. Ou le beau-fils. Donc, on va s'amuser à jouer au domino, finalement, à avoir des mots centraux auxquels on va ajouter un mot devant ou un mot derrière et qui vont constituer donc un groupe nominal différent. Donc ça, c'est des exercices qui sont très intéressants à faire avec les apprenants. On peut aussi faire la même chose avec donc des verbes. Hein. Donc prendre, ça peut être prendre un bus, prendre un métro, ça peut être aussi prendre un verre, ou bien encore dans un sens plus symbolique, prendre la fuite. Donc l'idée, voilà, qu'on va pouvoir faire des combinaisons comme cela, c'est des choses qui sont intéressantes à travailler. Je vous invite également à travailler sur les préfixes et les suffixes. Hein. Donc, la langue française qui vient des langues anciennes, hein, à savoir le grec et le latin. Et donc, ça va permettre d'encourager les apprenants parce qu'à travers la connaissance d'un certain nombre de préfixes et de suffixes, ils vont comme ça agrandir de façon importante leur répertoire lexical, ou en tout cas pouvoir deviner par eux-mêmes la signification d'un certain nombre de mots grâce à la connexion de ces racines. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à mobiliser. Donc, bien sûr, toutes ces astuces lexicales, elles vont devoir passer à un moment donné par de l'entraînement, et notamment par de l'entraînement de type un petit peu systématique. Hein, donc des exercices de systématisation, on appelle cela. Et dans le cadre de défis francophones, ces exercices de systématisation, ils vont se situer un petit peu dans le livre en dur, mais ils vont surtout se situer sur la plateforme dédiée. Donc, la plateforme dédiée à défis francophones, c'est My French Hub. Donc voilà, c'est une plateforme qui est vraiment très complète, très intuitive, avec beaucoup d'activités lexicales de type fonctionnel, de type systématique. Ce qui est important aussi à comprendre, c'est la nécessité vraiment d'impliquer les apprenants. C'est-à-dire que pour qu'ils retiennent le lexique, il faut que ce soit des thématiques qui leur parlent et que ce soit issu d'expériences, d'opinions, de vécu.
Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place à travers les défis. Alors, les défis, c'est ce qu'on a pu appeler dans d'autres méthodes des projets finaux ou bien encore des tâches finales. Autrement dit, c'est une activité qui intervient en fin de dossier. Donc, il y a 2 dossiers par chapitre ou bien par unité dans défis ou défis francophones qui va permettre de remobiliser l'ensemble des connaissances, des savoir-faire et des savoir-être linguistiques et culturels, et qui va faire appel à la créativité, à l'imagination des apprenants. Donc, on va par exemple amener à faire rédiger le manifeste d'une société idéale. Donc, c'est un exemple de défi francophone 2 au milieu du livre, le chapitre 8. Il y a plein de choses. En tout cas, les apprenants vont être amenés à parler de choses qui les touchent. Qu'est-ce qui, pour eux, fait que la société va être idéale. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes d'aller toucher les apprenants parce que ça va être des sujets sur lesquels qui leur parlent à eux. Voilà, on va être plus sensible à l'aspect environnemental dans la société idéale ou à l'inclusivité, etc. Donc, c'est le fait de les solliciter et sans cesse dans des filles francophones. Et vous êtes rendu ici et qu'est-ce que vous en pensez? Et dans votre pays, et dans votre famille, etc. Donc, on va faire en sorte que les apprenants parlent et parlent d'eux-mêmes et ainsi, ils vont se réapproprier les mots de vocabulaire, les mots de la langue étrangère, ils vont se les faire leurs. Donc, une astuce importante donc, qui est le fait d'impliquer ces apprenants. Ce qui est aussi important, c'est de les rassurer, puisqu'on sait que donc, l'inductif et ces nouvelles techniques, ça peut être aussi, pour certains, que ce soit d'ailleurs les professeurs ou les apprenants, un petit peu déroutant. Et donc, on a souhaité spécifiquement dans Défi francophone avoir une double page. Donc, à l'issue de tout ce traitement du lexique qui, je crois, est vraiment assez opérant et puis assez original, on a souhaité aussi rassurer en proposant donc, des listes aussi. Alors, des listes donc, qui prennent en compte la diversité des déclinaisons francophones, avec des images, avec des traductions, mais qui est une page qui soit une double page, qui soit un petit peu récapitulative. On l'a fait pour le lexique et on l'a fait aussi pour la grammaire, chose qui est aussi une différence avec le défi édition internationale qui, lui, ne propose pas ce type de double page récapitulative. Et puis, quand on apprend du lexique, il faut être un petit peu visuel et logique. On a parlé tout à l'heure de la mémoire auditive à travers la mélodie, la musique. On a parlé du jeu, on a parlé de la charge culturelle, on a parlé des variétés du français à travers l'espace francophone. Eh bien, un autre type d'intelligence, puisqu'on s'adresse aux intelligences multiples, on part vraiment du postulat que tous nos apprenants sont intelligents, mais ils ont peut-être des intelligences qui sont de types différents. Mobiliser l'intelligence logique, donc c'est-à-dire l'intelligence qui vise à ordonner les éléments avec les uns avec les autres. Et en langue, typiquement, ça va être l'utilisation des cartes mentales, avec un noyau principal, puis des noyaux secondaires qui vont permettre donc d'établir, de représenter graphiquement le lexique qui aura pu être vu au cours d'une unité. Donc, les cartes mentales, c'est quelque chose qui peut être utilisé en début d'unité, d'unité pédagogique, de séquence pédagogique. Donc, ça peut être un brainstorming autour d'une thématique. Et ça peut être aussi à l'inverse, un outil utilisé plutôt en fin de séquence pédagogique qui va nous permettre de récapituler, de voir qu'est-ce que mon apprenant a retenu et de le mettre en place graphiquement. Donc ici à l'écran, vous avez 2 exemples à travers les spectacles avec des sous-branches, le théâtre, la danse, la musique, le cinéma, etc. Et puis, vous avez une autre carte mentale qu'il va falloir travailler en binôme, justement autour du débat, prendre la parole, être en désaccord, concéder, être en accord, interpeller, etc.
Nous proposons aussi des activités de carte mentale avec des articles de presse. Sur la plateforme Espace Virtuel, vous avez des articles de presse francophones qui sont régulièrement mis à jour, donc de différents pays de l'espace francophone. Et on va proposer un corpus complet de documents pour venir les travailler et notamment une carte mentale vierge à compléter pour représenter graphiquement le champ lexical de la thématique de l'article. Et puis, j'avance, je vois que le temps court. Je voudrais bien évidemment vous laisser la parole ensuite. On travaille aussi, donc le visuel, ça passe par la carte mentale, ça passe par les images aussi. Donc les images chez les plus petits, hein, qui sont encore plus sensibles aux images, donc avec la collection Capsure, mais même dans Défis et Défis francophones, on a apporté une attention particulière aux illustrations pour que finalement, c'est moins l'air d'un manuel académique que d'un magazine dans son aspect graphique. On ait vraiment envie de plonger la tête dedans. Donc, il y a vraiment des images qui sont chouettes. Et puis également, toujours sur le plan visuel, donc, on a travaillé avec des codes couleurs différents pour représenter le genre et le nombre, le féminin, le masculin, le singulier et le pluriel. Donc, on sait hein, que c'est souvent une difficulté de la langue française. Certains mots en français sont féminins, mais dans la langue de vos apprenants, c'est des mots qui peuvent être masculins ou bien encore, ce sont des apprenants anglophones et il n'y a pas de genre. Et donc, ça peut être une complication. C'est important dans le travail du lexique de tout de suite associer le genre aux différents mots. Donc, c'est pourquoi nous avons adopté ce code couleur du rouge, du bleu et du violet pour marquer le pluriel. On l'a fait dans notre collection Capsure, mais on invite les professeurs à le faire aussi d'une façon plus générale. En tout cas, toujours symboliser le genre des mots qui sont appris, car ce qui a été mal retenu au début est plus difficilement corrigible par la suite. Donc, prenons tout de suite les bonnes habitudes. Alors, je m'approche de ma conclusion en vous présentant donc rapidement le cycle finalement du vocabulaire. Il y aurait une première étape qui serait donc le fait de s'imprégner des termes, hein, donc à travers des audios, des vidéos, la visualisation de certains mots, récolter, donc c'est mon panier de lexique. Ensuite, j'enrichis, donc les exercices avec les champs lexicaux, par exemple. Je réfléchis, je discute avec les autres. Je m'entraîne, donc les activités de systématisation, notamment sur la plateforme. Et puis réemployer, s'approprier, donc ça c'est typiquement les défis, les projets de fin d'unité. Donc qu'est-ce qu'on retient de tout cela? Les stratégies pour le vocabulaire, pour leur bon apprentissage, elles doivent être multiples, elles doivent être différenciées. Je ne dois pas oublier de m'adresser à tous les types de publics, c'est-à-dire que chaque public est intelligent, chaque apprenant a son intelligence. Il faut que j'adresse ces différents types d'intelligence dans l'objectif donc d'avoir un lexique qui doit être précis, qui doit être riche et qui soit adapté à la situation de communication. Et donc pour ça, eh bien, tout ce qu'on a dit, le jeu, les paniers de lexique, la carte mentale, la musique, les associations culture, linguistique, les colocations, les expériences, tout ça, c'est des choses qu'il faut mobiliser. Alors, si tout ça vous a intéressé, donc j'ai cité un certain nombre d'auteurs, mais de façon rapide, hein, avec ces contraintes de temps. Donc, Tréville, Galisson, Berthier, Wilkins notamment. N'hésitez pas à aller feuilleter ces références. Et puis, j'ai mentionné un certain nombre de nos collections, donc notamment Défis francophones, Défis internationaux, Capsure, ou encore La France en chanson. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant à présent la parole. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions et puis je repasse la parole également à mes collègues. Merci beaucoup, Eva, pour cette présentation avec des exemples à travers tant d'approches différentes à l'apprentissage du français. Nous vous invitons maintenant de nous faire parvenir vos questions dans le Q&A. Et moi, je vais modérer la discussion. Je vais gérer la discussion avec Eva pour qu'elle puisse répondre à vos questions.
Donc, n'hésitez pas. Et Eva nous montre aussi que si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur les collections qui ont été citées dans sa présentation aujourd'hui, vous pouvez me contacter moi depuis les États-Unis. Vous avez mon adresse mail pour Club World Languages. Et si vous êtes au Canada, n'hésitez pas à contacter Eva directement ou aussi Oxford University Press. Vous avez là toutes les informations et les coordonnées. N'hésitez pas, hein, que ce soit des questions de contenu, des questions pédagogiques sur ces différentes collections ou sur les différences. On a évoqué ces deux collections jumelles, défis internationales, défis francophones, ou des questions aussi très pragmatiques, hein, que ce soit de plateforme, des questions plus techniques ou commerciales. Nous avons une question de Pauline qui nous demande, avez-vous des exemples de jeux de mémorisation, appropriation du vocabulaire? Alors, des jeux d'appropriation de vocabulaire. Bon, alors, à travers les défis, on a pas mal de choses. Après, il y a tout un tas de jeux aussi qui peuvent être mis en place, des boîtes à mots dans la classe à travers les cartes mémoire, par exemple, ou des jeux aussi très traditionnels qui peuvent marcher comme le jeu du pendu, par exemple, tout simplement. Hein, donc, vous savez, on note un certain nombre de pointillés, chaque pointillé représentant une lettre. Et puis, donc, les apprenants vont devoir donner différentes lettres de l'alphabet pour reconstituer les mots. Tout ce qui est mots croisés aussi à différents niveaux sont des choses qui vont permettre de retravailler le vocabulaire. Et puis pour ce qui est vraiment réappropriation et faire parler les apprenants d'eux-mêmes, peut-être vous avez entendu parler du questionnaire de Proust. Donc on peut développer sur plusieurs niveaux de langue et qui sont des questions qui sont à réaliser en binôme ou en équipe et qui visent à mieux connaître l'autre. Donc il y a des sujets très sociétaux, il y a des sujets un petit peu plus personnels. Et c'est des éléments intéressants justement pour favoriser l'expression avec des champs lexicaux particuliers selon les questions abordées. Alors, vous pouvez taper sur Internet questionnaire de Proust si vous ne connaissez pas. Et il y a, voilà, vous trouverez ces éléments et leurs adaptations au flux. Excellent. Nous avons Michael aussi qui nous demande s'il serait possible de donner un exemple de la présentation des différences de prononciation Québec-Canada ou contre la France ou français, même les variants qui existent, comme on le sait bien, à l'intérieur de la France, les accents régionaux, pour ainsi dire. Alors, moi, comme peut-être vous l'aurez entendu, si vous avez l'oreille, je suis de l'Hexagone, je suis lyonnaise. Donc, je ne vais pas tenter de prononcer des mots avec l'accent québécois que j'aurais du mal à imiter. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que sur notre plateforme My French Hub, vous allez avoir à chaque fois deux types de lecture des textes. Hein. Vous allez avoir la possibilité d'écouter avec un accent plutôt français européen, plutôt français hexagonal d'ailleurs, je pense, et puis l'accent québécois. Donc, vous pouvez vraiment sélectionner le type d'accent avec lequel vous pouvez écouter le texte. Et ça, je crois qu'il y a assez peu de méthodes hein, de français qui le font. Donc, au niveau sonore, on va pouvoir écouter les deux. Et puis, sur les doubles pages de vocabulaire, hein, je citais par exemple dans la présentation cuisine et cuisinette, ou bien le dressing, le walk-in,
ou le shopping, terme anglophone, mais que nous, francophones de l'Hexagone, utilisons tel que dans le texte, qui va être utilisé, va être traduit par magasinage en francophone canadien. Vous avez tout un tas d'exemples dans Défi francophone 1 et Défi francophone 2. Les différences régionales intra-pays, on a fait le choix éditorial de ne pas adresser cette question, puisque dans bon nombre de pays, c'est quand même quelque chose qui est assez anecdotique, les variations vraiment régionales, hormis donc l'exemple du Canada avec sa partie francophone et anglophone. Mais sinon, les différences au sein de la Belgique ou au sein de la France, on a fait le choix de ne pas les évoquer. Oui, et donc là, il y a Rachel qui nous a contacté pour demander comment accéder justement à My French Hub. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à moi directement si vous êtes aux États-Unis ou à Eva si vous êtes au Canada. Et nous serons bien heureuses de vous fournir un code d'accès et des instructions pour vous connecter pour que vous puissiez voir pour vous-même toutes les ressources de cette plateforme. Et je me permets de préciser, pour être tout à fait clair, que la plateforme donc My French Hub est utilisée essentiellement donc pour défis francophones et que la plateforme Espace virtuel est utilisée pour avoir donc la version internationale de défis. Je parle ici pour le Canada notamment, puisque voilà, vous avez la possibilité d'avoir les deux versions, hein, la version internationale comme la version francophone, que vous soyez aux États-Unis ou au Canada. Et puis, nous avons une autre question. C'est si vous pouvez revenir un peu, Eva, sur les avantages de la systématisation quand on enseigne le vocabulaire. Donc, les avantages de présenter plusieurs fois les mots, les termes de vocabulaire, le lexique aux apprenants, plutôt que d'un seul coup présenter le lexique. Alors, je m'appuyais pour parler donc de la nécessaire répétition ou réactivation du vocabulaire sur des travaux notamment de Jean-Luc Berthier et de son ouvrage Apprendre à mieux mémoriser, former, entraîner, optimiser. Il s'agit d'un chercheur français du CNRS, hein, donc une institution très réputée. Et donc, il a fait tout un tas d'études sur le fonctionnement de la mémoire, hein, puisque c'est un neurolinguiste. Et donc, il a montré que voilà, il y avait différents types de mémoire, des mémoires immédiates, et puis des mémoires à moyen terme et des mémoires à long terme. Et que sur un cours qui est donné à un instant T, si les éléments de ce cours ne sont pas revus dans les semaines qui suivent, on considère que 6 mois après, moins de 5% du cours est retenu. Et donc, il a vraiment théorisé cela en expliquant donc la nécessaire réactivation régulière de ce qui a été vu. Donc, c'est l'exemple que je citais. On a 3 unités pour constituer un premier palier d'un niveau, par exemple. À la fin de la troisième unité, il est important de revenir sur le lexique des 2 unités précédentes et ainsi de travailler le lexique de façon cyclique, de revoir régulièrement ce qui a été vu, de s'entraîner. Donc, il y a plein d'activités, hein, comme je vous disais, ces petits batchs de cartes mémoire, d'en faire par unité et de régulièrement de mélanger les unités, puisque l'idée, c'est vraiment pas de travailler la mémoire immédiate. Sinon, c'est vraiment du bachotage, c'est pour un examen, pour une évaluation. Et on aime à penser que vos apprenants, ils ne sont pas là simplement pour avoir la bonne note à l'évaluation, au travail final, mais réellement pour maîtriser la langue à terme. Et donc, pour cela, il faut que la mémoire soit dans la durée. Et pour cela, il faut la réactiver. Merci beaucoup.
Donc, est-ce que nous avons d'autres questions? Une autre question. Can you expand more on the lexical chunks collocations? Donc, la colocation des mots, les avantages de présenter non seulement un verbe, mais de le mettre en contexte avec d'autres mots de vocabulaire aussi, pour que les apprenants comprennent bien l'utilité de chaque partie de la langue. Oui, alors effectivement, ce qu'on appelle les collocations, c'est ni plus ni moins que l'association fréquente de mots. En fait, on peut comparer les mots à un espèce de jeu de domino. Donc, on va avoir un domino central. Donc, ici, dans l'exemple que j'ai pris, le père, la mère, le fils, le frère. Et on va pouvoir ajouter un domino tantôt à gauche, tantôt à droite. Donc, le père, on peut lui ajouter un domino à gauche en disant le grand-père. On peut lui ajouter un autre domino qui pourrait être le beau-père. Euh, le fils, il peut être le fils cadet ou le fils aîné. Le frère, il peut être le frère cadet. Donc là, on ajoute un domino à droite ou bien un domino à gauche, le beau-frère ou le demi-frère. Et donc, c'est l'idée de travailler de façon concentrique. On a un premier mot et on va lui accoler des mots à gauche et à droite. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée des combinaisons fréquentes de mots. Alors ici, c'est avec des noms communs. Et ça peut être fait également avec des verbes, puisqu'en fait, c'est des verbes avec lesquels fréquemment va revenir la même combinaison. Et donc, c'est un intérêt de comprendre la combinaison dans son ensemble. Donc, il y a des combinaisons qui sont très pragmatiques, c'est-à-dire très littérales, avec une compréhension très littérale, et puis des associations plus symboliques. Donc là, on va situer dans des niveaux plus élevés. Je citais comme exemple le verbe prendre. Je peux prendre mon stylo, c'est un sens littéral, pragmatique, physique. Je peux, une étape après, prendre le bus. On comprend bien que si je prends le bus, je ne sais pas que je vais attraper le bus, n'est-ce pas? C'est que je vais monter dans le bus. Ou dans un troisième niveau, un niveau plus symbolique, je vais par exemple m'enfuir et à ce moment-là, je vais prendre la fuite, par exemple. Et donc, c'est des combinaisons fréquentes voilà, qui sont utiles à avoir en tête et travailler comme ça de façon concentrique dans cette phase où je viens enrichir le vocabulaire. Excellente, merci beaucoup. Bon, nous nous approchons à la fin de notre temps ensemble pour aujourd'hui. Donc, nous vous remercions d'être présents avec nous. Nous vous remercions pour vos questions, pour votre participation. Et s'il y a des questions qui vous restent après, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées là sur l'écran. Donc, merci à toutes et à tous et bonne soirée.